Oui, très bref sur 4-5 points, Monsieur le commissaire. Bon, rebonjour, Monsieur Généreux. Bonjour. À une question de Mme Gagnon, vous avez dit, elle vous a demandé est-ce que les rapports, les NAPRON, vous les envoyez à Mme Aubry. Oui. Vous avez dit oui, définitivement, tout tac au tac. Est-ce que vous les envoyez également à M. Lépine? Les NAPRON, oui. Les NAPRON, les communications de la SAC officielles, je les envoie tant à M. Lépine qu'à Mme Aubry. Est-ce que c'est la même chose pour les rapports EY? C'est difficile pour moi de savoir si systématiquement ils sont tous envoyés, mais de façon très générale, je présume que oui. On a au moins un exemple avec le 8 juin quand on envoie la revue du 7 juin. Pour ce qui est des rééditions à la CAP, on en a parlé hier, on en a vu, on a sorti certains extraits. Évidemment, on n'a pas fait tous les extraits, c'est juste pour démontrer la dynamique. Mais est-ce que j'ai raison de croire que la SAC vous envoie toujours le rapport CAP en disant voici, est-ce que ça vous va? Je comprends que vous ne faisiez pas nécessairement de commentaires détaillés, mais minimalement, on vous informe du NAPRON ou de la réédition qu'on envoie à la CAP. Je demanderais à Mme la greffière d'exhiber la pièce 49P390. On va se rafraîchir un peu la mémoire, bien que ça doit être assez... non, ça, c'est 443. 390. Avez-vous ma petite cote AG, s'il vous plaît, ou vous ne l'avez pas? C'est pas grave. L'écran, l'écran, on l'a vu en suffisamment hier. Good. C'est AG 21. Pas de souci. Merci. Merci. Mettre une petite mise en contexte. Donc, bon, on se rappelle que... oui, c'est la bonne page. Oui, merci. On peut le laisser à l'écran. On se rappelle que le 30 juin, il y a un apprend du 30 juin qui est présenté le 3 juillet, compte tenu de la remise de la rencontre prévue le 30. Et là, on a de nouvelles informations. On en a discuté amplement hier. On avait la livraison, on détaillait la livraison. On a comme conclu que c'est la livraison 2, mais ça ne disait pas aussi explicitement que au NAPRON de septembre 21, on voit clairement dans la flèche en bas à droite, sera suffisant pour terminer la L2. Bon, je pense que le 30 juin, ça le disait, mais là, ici, on ne peut pas dire qu'il y a d'ambiguïté. Tantôt, on en a parlé lors de l'interrogatoire de Maître Gagnon de la livraison L2.5, la 2.5. Ouais. C'est quand la première fois que vous entendez parler d'une livraison 2.5, c'est-à-dire qu'on va diviser la 2? C'est probablement là, honnêtement, c'est probablement à la rencontre du mois de septembre, mais j'ai pas de souvenir précis parce qu'évidemment, pour la SAC, la livraison 2.5, c'était une façon de nous dire que c'était pas 100% de la 2 qui était livrée. Donc, c'était certaines fonctionnalités. Fait que c'était pas quelque chose qui était défini en 2.5 comme c'est communiqué sur les NAPRON. Mais je me souviens qu'il y avait certaines fonctionnalités qui allaient pas être qui allait être décalé un peu dans le temps, mais que c'était pas, on me disait que c'était pas des grosses fonctionnalités comme l'immatriculation, permis de conduire ou autre, comme je l'ai expliqué un peu tantôt. Ma compréhension, c'est ça, c'est que la 2, c'est le gros morceau, puis la 2.5, on va faire une deuxième livraison, et ça va être moins de fonctionnalités. Moi, je l'ai pas compris comme ça. Moi, je l'ai compris que la livraison 2, c'est le gros morceau. Puis dans le gros morceau, il y a certaines fonctionnalités qui vont être décalées dans le temps. Mais c'est pas nécessairement que 2.5 va être un bloc avec une date, avec une échéance. C'était comme des fonctionnalités à venir qu'on va pouvoir intégrer dans les semaines ou mois suivants. C'était pas quelque chose qui était planifié ou dans le temps avec une date d'échéance formelle. Exemple, là, je peux vous donner un exemple. Mettons une fonctionnalité qui aurait pu être à la SAC, exemple, le transfert des véhicules entre particuliers. Bon, mais exemple, cette fonctionnalité-là aurait pu être mise en place 1 mois et demi après le déploiement de 2, puis pas nécessairement l'ensemble des autres fonctions. C'est dans ce sens-là. C'était pas comme d'un bloc où j'avais la perception qu'il y avait une date pour la 2, puis il y avait une date pour la 2.5. Nous, on avait une date pour la 2, mais dans le rapport EY, on voit qu'on part de la 2.5 comme des fonctionnalités qui vont être retardées. Là. Excusez-moi, c'est une nouvelle pièce, c'est ça? Vous pouvez afficher la pièce qu'on va coter, 49P443, la corde qui était réservée aux interrogatoires des participants. Donc, il s'agit de la reddition de compte de décembre 2021 à la CAP. Mm-hmm. Et là, on peut constater dans le bas qu'on vient indiquer aussi à la CAP que c'est suffisant pour compléter la L2. Et on parle de la L2.5.
Donc, pour vous, là, est-ce que la L2 et la L2.5, c'est 2 livraisons ou c'est une Pour seule? moi, c'est la même. Pour moi, c'est la même. Donc, ça ne soulève pas là, de lumière ou de drapeau quand on dit... Par rapport au financement ou à la livraison, non. Sur la livraison de certaines fonctionnalités, on comprend qu'ils sont décalés. Mais pour nous autres, la livraison 2, c'est la livraison 2. On nous a toujours parlé de le back-office, le service client et l'indemnisation. Fait que tout ce qui concerne le service client, là, on comprend qu'ils ont dit 2.5 pour justifier la mise en application de certaines fonctionnalités retardées de quelques semaines ou mois, mais on ne parle pas d'une échéance. On ne nous a pas présenté jamais la 2.5 comme on va livrer ça 6 mois ou 8 mois plus tard, etc. C'était toujours dans l'optique de certaines fonctionnalités. Quand vous voyez 2.5 pour la première fois ou vous en entendez parler, est-ce que vous posez des questions à savoir si est-ce que c'est différent de la livraison 2? Parce que 2 et 2.5, pour moi, c'est pas la même chose. Il y a 0, 1, 2, 2.5 puis 3. Ouais. Quand ils ont emmené le 2.5, ils nous l'ont expliqué que c'était des fonctionnalités qui faisaient partie initialement de la 2, mais que dans le déploiement, ils seraient déployés plus tard. Pour se donner... Là, j'y vais de mémoire, mais... De mémoire, c'était pour se donner le temps de digérer la 2, le gros bloc, service client, etc. Parce que, tu sais, vous vous souvenez, au début, la L2, c'était 50 services clients. Là, de m'amener, c'était rendu 75 services clients, tu sais, dans lequel ils voulaient intégrer certaines choses. Fait qu'il y a certaines fonctionnalités à travers cette L2-là qui étaient déployées ultérieurement. Moi, je l'ai plus perçu comme une façon de déployer dans le temps certaines mesures de la L2, mais pas comme un livrable différent avec un échéancier ou un budget rattaché à ça. Et donc, quand c'est écrit dans différents approns, aux différentes instances, suffisant pour compléter la L2... La L2.5, dans ma tête, est inclus. Est-ce que vous posez la question? Je me souviens pas, mais je répète que c'est certaines fonctionnalités. Tu sais, c'est pas... On m'a jamais séparé ça en termes de présentation. C'est comme dans le NAPRON. Là. Le NAPRON qu'on me présente, il n'y a pas de 2.5, c'est L2. Fait que c'est sûr que pour moi, 2.5 est dans L2 et pas dans L3. Si je parle en termes financiers. Là. Maître Beauchesne, vous avez demandé si vous avez souvenir ou entendu parler de la rencontre du 8 septembre. Qu'est-ce que vous faites pendant le 8 septembre 2022? Une rencontre avec M. Ouellet, secrétaire général. Okay, ouais. Puis là, il vous pose des questions. Vous avez répondu sensiblement, ça ne vous disait rien. Qu'est-ce qui arrive d'un conseiller politique, attaché politique, là, bref, qu'est-ce qui vous est arrivé, vous, quand il y a une période électorale? Par exemple, celle de 2022. Je suis en congé. Vous êtes en congé? En fait, ce qui se passe, c'est que on garde nos congés pour la période électorale. Fait que je suis en congé dans mon travail. Dans le cabinet politique, ce qui se passe, c'est que souvent, on va garder une personne qui va être responsable de gérer les urgences, parce que le cabinet, le ministère continue d'opérer, mais moi, personnellement, j'étais en congé. Je n'étais pas rattaché au cabinet. Donc, lorsque l'élection est déclenchée là, à la fin août 2022, c'est bien ça? Exact. Ben, là, je n'ai pas la date exacte, mais le mois de septembre 2022, j'étais en congé. Je vous suggérais que ce serait le 28 août que les élections sont déclenchées. Ça se peut. 28 août 2022. Donc, je dois comprendre que entre le 22 août 2022 et l'élection, qui sera début octobre, vous êtes en congé, vous ne travaillez pas au ministère. Exactement. Vous n'avez aucune interaction avec les gens du cabinet. Aucune interaction avec les gens du cabinet. On peut se parler pareil, dans le sens où c'est des collègues, c'est des amis, tu sais. Est-ce que vous avez des interactions relativement à CASA ou la SAC pendant l'élection? Pas de mémoire, non. Dernier élément, tantôt, une autre question de M. Gagnon, vous avez parlé des bénéfices. Le fait que ça vous réconforte parce que c'est écrit, et là, on peut retourner à la pièce 390 à la toute fin, c'est-à-dire la dernière page. Donc, mais vous vous rappelez, là, dans le fond, on dit que les bénéfices sont encore là. Vous vous souvenez? On peut regarder à l'avant-dernière page, peut-être. En fait, c'est la... Excusez-moi. Mais Tremblay, je pense que c'est 28 P 102. Oui, effectivement. Merci beaucoup. 8P 102. À force de jouer dans les napperons, des fois, on se mêle un peu.
donc la 28P 102, qui se trouve être le napperon là, de juin. L'un des deux napperons de juin. On se rappellera qu'il y a deux napperons différents. Oui. Et si on va à la page 2, s'il Oui. vous plaît. Bon, merci beaucoup. Donc, on bénéficie, ça vous dit que ça vous réconforte, mais est-ce que vous questionnez le fait que bénéfices et rentabilité évalués en octobre 2021, on est quand même rendu en juin 2022, on fait ça vraisemblablement une fois par année, un petit peu plus. Est-ce qu'il y a des questions qui sont posées à savoir, est-ce que c'est toujours bénéficiable, c'est toujours rentable, malgré la révision de la stratégie contractuelle et, et le jaune qu'on retrouve sur le nous, notre évaluation qu'on fait à ce moment-là, je me souviens pas si j'ai posé la question spécifique, mais l'évaluation qu'on fait, c'est toujours en fonction des informations qu'on a où on nous a informé. La dernière information sur les bénéfices sont de 692 millions. J'ai toujours un apport 682. Fait que dans notre tête, j'ai toujours un bénéfice de 10. Est-ce que j'ai posé la question spécifique sur l'évolution du bénéfice entre le 692 et le 682? La réponse, c'est non. Mais vous vous souvenez de ne pas avoir posé la question? Est-ce que c'est un meeting? Non, je me souviens pas de ne pas avoir posé la question, mais je n'ai pas de souvenir d'avoir posé la question. Mais c'est le meeting, c'est la rencontre, pardon, vous n'avez pas de souvenir de... Non, mais c'est parce que j'ai pas de souvenir de la rencontre. Fait que j'ai pas de souvenir de ça, mais par rapport à la question sur le bénéfice, au cours du mandat... OK, au cours du mandat. Bien, tu sais, quand le chiffre de 6,82 ne bouge pas, puis que j'ai une présentation que le bénéfice est de 6,92, dans ma tête, le bénéfice, c'est toujours à 10 millions. Parfait. Merci beaucoup. Ça complète pour moi. Est-ce qu'il y a des questions suite aux questions de Maître Tremblay? Ça va. Monsieur Généreux, moi, j'aurais quelques questions. Bien évidemment, vous comprenez un peu, là, vous êtes un témoin parmi tant d'autres. J'aurai ultimement la lourde tâche avec mon équipe de départager le tout. Mais à chacun des témoins, il y a des questions qui viennent en tête, et notamment qui est carrément en lien avec notre mandat. Notamment, une des parties de notre mandat, c'est le niveau connaissance. Ouais. Alors, ça, vous le savez très bien. Je vous cacherai pas, si je siégeais comme juge, je m'abstiendrais là, d'avoir certains commentaires, mais je l'ai fait parce que je suis un commissaire enquêteur en vertu de la loi. J'ai un sérieux problème avec ce que j'ai vu hier, notamment au niveau de l'information qui remonte aux élus. Là. Mm-hmm. Et notamment là, à la Commission d'administration publique. Dans un premier temps, j'aimerais vous entendre. Je poserai les questions peut-être plus, en particulier à d'autres témoins, là, mais quel est le rôle de la CAP? Puis qui fait partie de cette institution-là du Parlement? Là? La Commission d'administration publique, c'est des députés qui siègent sur la Commission d'administration publique puis qui reçoivent de l'information de différents ministères ou organismes puis qui sont responsables, dans le fond, de recevoir l'information. Mais ça va plus loin que ça, là. C'est-à-dire que l'administration publique, c'est-à-dire c'est un organisme de contrôle des élus, là. Oh oui. Je peux comprendre. Et c'est un exercice qui est hautement démocratique. Exact. Et qui est, par définition, public. Représenté par tous les partis. Représenté par tous les partis. Puis je comprends, puis ce que vous avez dit également, quand souvent la présidence est donnée à un membre de l'opposition. C'est ça? Oui, c'est ça. En bonne partie. Alors, quel est le lien entre un ministère, là, dans notre système démocratique parlementaire britannique, c'est-à-dire que les élus qui forment le gouvernement sont avant tout également des députés de l'Assemblée nationale, exact. Bien évidemment. Quel est le lien ou l'approche que devrait avoir un ministère, là, puis là, je parle d'un employé politique comme vous, par rapport à de l'information qui pourrait intéresser les élus? Bien, c'est sûr que le maximum de transparence devrait être ce qui devrait gouverner les décisions. Dans le cas qui nous occupe, faut comprendre que le contrat, parce qu'on parle du contrat qui est obligatoire pour la Société de l'assurance automobile du Québec à faire une reddition de compte à la CAP, c'est une entente entre le Trésor qui ont autorisé
ces sommes-là à la Société de l'assurance automobile du Québec. Puis pour diverses raisons qui leur appartiennent, on demandait à la SAC non pas de faire une reddition de compte au Trésor, mais à la CAP. Sur la portion de la CAP, en tout cas en partie, sur le contrat. C'est sûr que à la lumière des informations qu'on a aujourd'hui, puis qu'on voit que le contrat est différent, le projet est différent du contrat, donc l'écart entre le 682 et le 458, le Trésor aurait-il pu demander à la CAP de présenter le projet dans sa globalité? La question se pose, puis effectivement, c'est... Mais de quel droit un organisme d'État, puis je pense tout haut également, un organisme d'État là, qui est la Société d'assurance automobile du Québec, organisme dont les membres, pas les membres, là, mais les employés sont nommés en vertu de la loi sur la fonction publique, qui a un conseil d'administration, qui a une direction générale, vous demande de ne pas transmettre de l'information. Là. Je ne l'ai pas rêvé, là. C'est en preuve. Là. Je l'ai vu noir sur blanc, là, de ne pas transmettre de l'information, notamment sur les coûts réels que vous savez. Mm-hmm. Donc, c'était la troisième partie du document qu'on vous a envoyé aux élus, dont fait partie également votre formation politique. Oui. Je comprends votre question, mais c'est sûr que de quel droit la Société de l'assurance automobile du Québec pourrait divulguer plus d'informations à la CAP. T'sais, ils ont pas... L'obligation, là, dans le dossier du contrat, vient du Trésor. Est-ce que la Société de l'assurance aurait-elle pu être plus transparente? La réponse, c'est oui. La question aussi qu'on Mais moi, je suis picosseux, là, moi aussi, là, OK? C'est-à-dire que la Commission de l'administration publique... corrigez-moi, là, je l'ai peut-être tout faux, là, mais son nom le dit, là. C'est l'administration publique, les finances publiques, etc., qu'elle a le droit de regarder en tant que tel le coût total d'un projet. Pensez pas que c'est important pour la mission et le mandat de la Commission? Il faut comprendre aussi qui est dans le rapport annuel de gestion de la SAC. Tu sais, c'est public, là, dans le sens où quand on regarde le rapport annuel de gestion de la Société de l'assurance automobile du Québec, on voit le développement informatique, les soldes de développement informatique. Au 31 décembre 2022, ce soldat, il est à 732 millions de mémoire. Fait que c'est public. À chaque année, on voit le solde début, solde de fin, développement informatique. On peut faire une corrélation facilement entre CASA puis les développements informatiques de la SAC quand on lit le rapport annuel de gestion. Est-ce que dans le rapport annuel de gestion, on vient ventiler précisément la dépense CASA dans le développement informatique? La réponse est non, mais on a quand même 732 millions en développement informatique dans le rapport annuel de gestion. Fait que l'information n'est pas cachée. Il faut partir du principe où c'est quoi qui est public? Le rapport annuel de gestion est public, évidemment, et il fait état de l'ensemble des revenus et dépenses de la société d'État, incluant son projet CASA, dans son développement informatique. Là, on a une reddition de compte additionnelle qui est demandée par le Trésor à la société pour l'évolution du projet, du contrat avec l'Alliance. À votre question, je suis d'accord. Est-ce qu'on aurait pu faire plus? La réponse, c'est oui, pour transmettre de l'information publique. Mais moi, je vous amène aussi au cabinet. C'est dans le sens qu'on a vu, vous êtes en mesure de constater que l'information est, tu sais, on l'a dit, là, je suis picosseux, puis j'ai possiblement pas assez posé de questions encore, mais l'information monte difficilement au cabinet. Difficilement. Puis, comme ministre responsable, comme cabinet d'un ministre responsable, on doit travailler en partenariat. En tout cas, moi, c'est ce que je m'attends. Les employés de la Société d'État et la présidente et chef de direction, le président, directeur général, le conseil d'administration doivent monter de l'information au cabinet aussi. Oui, on peut poser des questions et on pose des questions et on a été rigoureux, mais oui, on nous a clairement dissimulé. Tu sais, là, c'est sûr qu'on fait un topo en 10 heures d'audience avec vous sur, tu sais, des napperons, on met ça en comparaison puis tout ça, mais ces informations-là, là, quand ils montent à se passer de 5-6 mois, puis qu'ils changent une ligne, puis ils nous disent, on vous a envoyé ça il y a 6 mois, voici, je vous le retourne. Mais quand on les regarde, juste avant de passer en commission, pour un compare, on se dit, c'est même pas cette version-là qu'on a reçue. Ils ont changé une ligne. Ça devient de l'information qui est difficile à digérer.
pour un cabinet politique. Fait que je comprends votre point pour le public. Moi, je vous amène aussi sur le point politique. À un moment donné, il faut que l'information monte d'un cabinet politique pour qu'on soit capable de bien faire notre travail, de mieux faire notre travail, c'est sûr. OK. Mais je reviens, là, c'est-à-dire, parce que là, moi, je vous écoutais là, depuis hier, là, puis je suis quand même privilégié. Là, j'ai tous les bouts. Là. Ouais. J'ai tous les bouts. Je vois que, selon votre témoignage, que en premier, pendant quelques mois, quand vous ramassez le dossier de votre prédécesseur, vous ramassez le dossier de la SAQ, vous êtes, durant quelques mois, sous l'impression qu'on est à 458 millions coût du projet, tout est là. Je vous ai bien, dans les premiers mois, jusqu'à temps que vous avez une conversation informelle. On sait qu'il y a une participation de la SAC puis que ça vient avec de l'argent, mais c'est dans les opérations courantes. Tu sais, ce qu'on nous explique, c'est qu'il y a des gens des TI qui, de la SAC, travaillent sur le projet CASA. Mais le coût du projet CASA externe aux opérations de la SAC, il est de 458 millions. À ce moment-là, vous avez raison, vous m'aviez bien compris, on nous parle que du 458 millions. Mais quand on regarde avant CASA, dans les livres... Mais vous me répondez très bien à ça, mais moi, ce que je veux savoir, c'est quand on vous dit ça, là, à 458 millions, on vous donne ça, que c'est le coût du contrat, puis que vous savez bien qu'il y a des ressources de la SAC. Est-ce qu'il y a des questions qui sont posées actuellement? Est-ce que vous les avez, ces ressources-là? Est-ce que ça s'en va en ressources extérieures? Est-ce qu'il y a d'autres contrats? Et est-ce que vous êtes capable de me dire c'est quoi l'effort de la SAC là-dedans, en termes de ressources internes puis de ressources externes? Est-ce que ça, c'est posé comme question? Bien, il me le présente dans le NAPRON, ressources internes, ressources externes. On l'a dans le NAPRON, la proportion 32-35 de ressources internes. La réponse qu'il nous donne, ce sont des ressources internes. À savoir, est-ce que j'ai posé la question, est-ce que c'est un contrat qui est donné à des consultants externes, si c'est des ressources actuelles de la SAC? Non, je n'ai pas posé la question à savoir si c'était des ressources qui étaient en sus des opérations de la SAC. Mais pour nous autres, quand ils nous présentent ça, ce sont des ressources de la SAC, de la Société de l'assurance. Puis, tu sais, j'ai pas l'expertise pour savoir si 152 TI pour la Société de l'assurance automobile du Québec, c'est suffisant pour se gouverner ou si ça en prend 350. C'est pour ça qu'on a des vice-présidents, une présidente qui sont en mesure de voir c'est quoi la nécessité des besoins à l'intérieur de leur société d'État. Nous, comme ministre, comme gouvernement, on a la responsabilité de s'assurer qu'il y a une bonne gestion des finances publiques, que les services sont rendus à la population, puis qu'il y a un souci d'efficacité de la société d'État. Mais je suis pas... Puis peut-être que j'ai tort, mais je suis pas dans le micro de savoir d'où vient la source de la ressource. Est-ce que c'est un contrat interne, externe? Puis tu sais, on l'a vu durant mon témoignage, il y a des enjeux de ressources. Fait que quand il y a des enjeux de ressources, il faut trouver des ressources. Est-ce qu'on est capable de les avoir à l'interne avec un processus d'embauche? Est-ce qu'on va les chercher par contrat? Mais on a un service à livrer à la population, puis les Québécois, c'est à ça qu'ils s'attendent de nous autres. Fait que nous autres, il faut répondre à ça. Mais pour prendre la meilleure décision possible, elle ne vient pas du cabinet politique. La meilleure décision possible, elle vient de l'organisme. Mais vous le dites que l'information, elle est dure à obtenir. Mais à un moment donné, on vous la donne, cette information-là. Oui. C'est là que j'ai lu des échanges de courriels, Oui. que vous commencez là, à vous interroger. Oui, En tout cas, oui. vous faites part de vos réflexions. Mais au bout de la ligne... C'est beau que j'ai de la misère à vous cerner, puis avec tout le respect. Oui, avec tout le respect, il y a comme un crescendo, on augmente, vous en apprenez un peu plus, c'est long, mais au bout de la ligne, vous me dites, dans les dernières réunions, je suis rassuré, le ministre est rassuré, et vous... Comment dire? C'est-à-dire que après ça, vous dites, bien, vous avez de l'information parcellaire, vous ne saviez pas, vous pensez déjà la 2.5, pour vous, ça fait partie de la 2, alors que c'est les contrôles routiers, c'est quelque chose, on perd des morceaux, puis vous en apercevez de ça. Puis au bout de la ligne, vous remettez à votre successeur, puis avec tout le respect que je vous dois, ça va bien. Le projet s'éraille. Ouais. C'est ouvert. Ouais. C'est là que je me confonds. Là. Ouais, je comprends.
Puis je prends vos commentaires, mais ce qui est important, tu sais, pour nous je suis pas autres... le Monday morning quarterback, c'est facile de dire aujourd'hui. Non, on sait tout, mais je reviens... Je comprends. On se met dans le temps. Je comprends. Je me mets dans le temps. Ouais. Puis je le dis pas là avec... je dis... C'est Picasso, je suis pas là. Mais vous êtes une personne... Votre job, là, c'est d'obtenir des réponses, etc. Puis j'ai l'impression que au bout de la ligne, c'est ce qui se dégage, que vous satisfaisez de l'information parcellaire. Alors qu'il y a des parcellaires, là, on s'entend, là, c'est-à-dire, peut-être pas marqué noir sur blanc, mais il y a des signaux, là. Il y a vraiment des signaux. Mais il faut comprendre qu'il y a beaucoup de discussions, tu sais, il y a beaucoup d'échanges où je comprends quand on lit le courriel puis qu'on s'attarde précisément aux mots puis tout ça, mais quand on échange suite à la réception d'un apron avec un vice-président ou avec quelqu'un de l'organisation puis qui nous rassure. Puis là, je comprends que le mot est peut-être pas le bon, mais on nous rassure en nous disant, même si c'est écrit, là, on est toujours on target, on va réussir, on a des enjeux de ressources, etc. Pour nous, le projet, en octobre 2022, il est ouvert. Pour nous, même s'il y a des enjeux de ressources, même s'il y a une livraison 2.5, parce qu'on va livrer certaines fonctionnalités plus tard, pour nous autres, encore aujourd'hui, il est ouvert. Mais puis vous ne l'avez pas fait, là, puis c'est correct, là, puis on s'entend, là. Mais dans le même envoi que vous recevez, vous avez des documents de la SAC qui sont ouverts, dont peut-être un jaune, mais en même temps, vous avez la dernière revue d'EY avec un beau gros carré rouge. En tout cas, moi, là, ça m'a interpellé ce matin. Ça ne vous a pas interpellé, ça? Bien oui, ça m'a interpellé. C'est exactement ce qu'on a fait. Quand on a ce genre d'informations-là, on leur demande c'est quoi les enjeux par rapport aux ressources et on nous dit, puis dans le NAPRON, qui accompagne ce rapport d'EY-là, on nous dit c'est critique, l'enjeu est critique, il n'y a plus de marge de manœuvre, on est en train de réaliser nos tests, malgré qu'il reste 256 anomalies à corriger, etc. C'est normal, on est dans les derniers mois de développement. À ce moment précis-là, la SAC qui est... Tu sais, je le répète, mais elle se proclame, puis elle l'est à juste titre, le porteur de ce projet-là. Elle nous dit, on va livrer le projet le 31 décembre. On va respecter 682 millions. Puis le rapport de la VGQ, le contraste qu'il faut faire aussi, c'est le rapport de la VGQ nous parle toujours du 1,1 milliard, tu sais, de l'excédent de 500 millions. Là, depuis 24 heures on n'est pas là. On est toujours avec le 682 millions qui nous a été présenté, puis qu'on est à l'intérieur de ça, dans ce qui nous a été communiqué. Avec de forts signaux qu'on va avoir besoin d'argent. Avec des signaux qui laissent peut-être planer certains doutes, mais ils sont là, tu sais, la SAC investit de l'argent dans son développement informatique avant CASA, et elle va continuer après CASA, parce que de l'argent en informatique, indépendamment de CASA, ça va en prendre, là, même quand il va être livré CASA, là, pour supporter le projet. Puis je vais laisser la SAC expliquer c'est quoi la mécanique, mais nous autres, la livraison du projet, comme je vous l'ai expliqué, clé en main, 682 millions livrés L2, dans le rapport annuel de gestion, dans les tableaux de bord de la SAC, ça se tient. Là. On n'est pas à 1,1 milliard. Tout ça se tient. Puis les informations qu'on nous donne, oui, il y a des enjeux, oui, il y a des risques, mais ça se tient. C'est sûr que je comprends, là, en 2025, là, puis on a quelqu'un qui a eu accès à des documents, des dossiers, des personnes qu'on n'a pas eu. Puis là, on voit ce contraste-là, puis là, on fait siéger des gens comme moi, puis on fait siéger un paquet de personnes pour comprendre. Puis l'exercice, ça va être très payant, là, dans le sens qu'on espère avoir des pistes de solutions puis des recommandations qui vont nous aider à être meilleurs. Mais au moment, là, en 2019, 2020, 2021, 2022, on a posé des questions, on a eu de l'information, mais moi, le point, c'est que c'est sûr que quand ça passe au conseil d'administration, là, qu'il y a une réorganisation, mais que ça ne monte pas au cabinet, là, c'est sûr que j'ai un problème avec ça. Puis je ne peux pas poser la question si personne me flague cette information-là. Ça va. Parfait. Maintenant, fort de cet exercice-là, ou des recommandations,
Vous êtes encore, faites partie du personnel politique de M. Bonnardel. Vous êtes maintenant à la sécurité publique. Vous avez vu ça aller. Puis je vous l'ai dit tantôt, hein, je veux dire, tu as plein de bonnes personnes qui travaillent pour la SAC, mais l'imputabilité, elle appartient à votre ministre, elle appartient au PCA, elle appartient à la direction générale de la SAC. Comment est-ce qu'on peut faire? Moi, j'ai toujours dit, hein, on est serviteur de l'État, on est fiduciaire de cet argent-là. Ça n'appartient pas du tout. Exact. Okay. Moi, j'aurais, à la lumière des témoignages, j'ai entendu certains témoignages ici devant la commission, puis à la lumière de ce que j'ai entendu et de ce que j'ai vécu à l'interne et de la façon dont je me gouverne quand je suis d'un cabinet politique, puis vous m'avez entendu le dire, je suis un picosseux, je suis quelqu'un qui aime ça avoir de l'information. J'aurais été privilégié, moi, que les auditeurs internes de la SAC puissent communiquer avec le cabinet du ministre pour nous donner l'information s'ils sentaient qu'il y avait une sourde oreille en quelque part dans le processus interne de la Société de l'assurance automobile du Québec. Fait que moi, une de mes recommandations, ça serait vraiment de faciliter un canal de communication pour les auditeurs internes où, quand ils doivent aviser le conseil d'administration d'une situation problématique, qu'ils avisent aussi le ministre s'il y a un enjeu en termes de réception ou de communication. C'est pas normal qu'un auditeur interne, comme on a entendu à la commission, là, puis ça sera à vous de juger de la crédibilité de ce qui a été dit devant vous, mais ce que j'ai entendu m'a choqué, là, parce que c'est le genre d'information qui, pour nous autres, nous permet de faire du judo et de challenger les décisions, puis de challenger la machine sur certains enjeux. Fait que ça, c'est sûr que pour nous, en termes d'audit interne, c'est un filon, là. Il y a quelque chose là qui, selon moi, pourrait être bénéfique, parce qu'on parle d'imputabilité du ministre, mais le ministre, j'ai pas de problème avec ça, l'imputabilité du gouvernemental et du ministre, je vous l'ai dit d'entrée de jeu hier dans mon témoignage, mais ça prend de l'information. Puis si on n'a pas toute l'information, ça devient difficile de prendre les bonnes décisions, puis ça, c'est pareil pour tout le monde. Fait que ça serait mon premier filon. Mon deuxième filon, ça serait, si on sort des audits internes, je pense que si il y a des gens qui ont des signaux d'alarme aussi, je vais dire lanceur d'alerte, mais pas nécessairement lanceur d'alerte, mais quelqu'un à l'intérieur d'une organisation a des signaux d'alarme à nous donner. On voit qu'il y a une culture dans nos ministères et nos organismes, des fois, de vouloir restreindre la communication ou de... C'est difficile pour les lanceurs d'alerte qui émergent de se faire entendre. Encore une fois, j'aurais tendance à dire qu'une recommandation dans le sens de faire monter cette information-là par des voies plus officielles ou plus naturelles vers un cabinet politique pour qu'il puisse prendre les actions de son ministère ou son organisme, je pense que ça pourrait aussi être un filon. Vous voyez, mes deux éléments, c'est en lien avec l'information. Je pourrais compléter en disant que je ne sais pas de quelle façon on peut s'y prendre, mais quand on n'a pas l'information claire, concise, complète dans un cabinet de ministre parce qu'elle est retenue, diluée ou cachée à différentes instances jusqu'aux politiques, ça devient très difficile d'être efficient puis d'être efficace, que ce soit un ministre, mais que ce soit un vice-président sous sa vice-présidence, que ce soit un président. Puis moi, c'est dans ce sens-là. Puis, tu sais, c'est sûr qu'aujourd'hui, on cherche à trouver, tu sais, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux au niveau politique, au niveau de la SAC, etc. Je pense que vous allez avoir un regard 360 de tout ce qui est arrivé. Vous allez être en mesure d'apprécier les témoignages de tous, mais je pense que l'information doit remonter. Puis ça, il faut trouver des éléments pour que l'information monte si on veut être capable de maintenir l'imputabilité à des ministres, à des présidents, à des conseils d'administration. Il faut que l'information monte. Quand l'information elle arrête à un de ces stades-là, puis qu'on tient la personne au-dessus de ce statut-là ou ce stade-là responsable, ça devient très difficile. Ça serait ça mes trois lignes. Merci beaucoup. Il me reste à vous remercier. C'est votre témoignage. Alors, comme je dis, merci c'est beaucoup. Partie d'un tout. On est encore à la mi-chemin de nos travaux. Alors, bonne continuation. Merci pour votre implication au service public. Merci.
Oui, bien, on va prendre la vraie pause du matin, là, parce que je pense qu'on a tous travaillé pendant la dernière pause. Puis, je vais revenir, Mme la greffière, à 11h05. Je vais prendre le banc à 11h05, qui va me permettre là, d'avoir le nouveau témoin et tout ça. Parfait. Je comprends, c'est l'autre maître Tremblay qui va être... Parfait. Merci. Au revoir.